Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Nicolas Chismartov. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste sportif. On vous lit notamment dans SoFoot et vous signez ce livre Manifeste qui sort la semaine prochaine, je crois, aux éditions Libertalia. Son titre est sans équivoque. Qatar, le mondial de la honte. Le mondial, c'est dans un mois tout juste, le 20 novembre prochain. Coup d'envoi de la compétition à Doha, à 17h heure locale, je crois, par un Qatar-Équateur. Une honte, donc. Je ne suis pas le premier à le dire. Et contrairement à ce qu'on peut entendre en ce moment, ça fait longtemps que différentes personnalités, ONG, syndicats évoquent, sans pas forcément employer ce verbe, ce mot, une situation qui est inacceptable. Je rappelle donc la question des droits des travailleurs, la question du nombre de morts liés justement à tout ce immense chantier qui est devenu l'Émirat, mais il y a aussi la question écologique, la question évidemment des droits des femmes, des droits LGBT. Ça fait beaucoup, plus le fonctionnement très particulier de la FIFA autour de cette Coupe du Monde. Voilà, on sait que par exemple Gianni Infantino, le président de la FIFA, est aujourd'hui un résident du Qatar, ce qui même par rapport à cette institution qui n'était pourtant pas très regardante par le passé, est tout à fait nouveau, voire exceptionnel. Alors on va détailler tout ce que vous venez de dire dans un instant, mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi et dans quelles circonstances c'est le Qatar qui a été désigné pays hôte il y a une dizaine d'années? Alors tout le monde explique que c'est une surprise, mais lors de son attribution, donc il y a plus d'une dizaine d'années, par la FIFA, c'était une récompense. C'est-à-dire qu'il y avait un mélange d'intérêts. D'un côté, le fait que le Qatar était devenu un acteur économique incontournable du football. C'est pour ça que quand on parle de corruption, il y en a peut-être eu à la marge un petit peu. D'ailleurs, on voit même qu'au Japon, autour des JO, il y a un responsable japonais qui vient d'être inculpé. Mais c'est vraiment le fait que ce pays, cet Émirat, à travers ses investissements massifs dans les médias et dans les clubs sportifs et dans le football en général, était devenu incontournable. D'autre part, il y avait cette volonté, entre guillemets, au nom de l'universalisme du football, de tenir une Coupe du Monde dans un pays arabe. Mais étrangement, d'autres nations, comme par exemple le Maroc, quoi qu'on pense du régime, étaient quand même mieux placés. Grand pays de foot, des grands clubs, une passion populaire, une infrastructure touristique, tout semblait le désigner. Donc pourquoi le Qatar a eu la Coupe du Monde? Il l'a acheté simplement. Mais il l'a acheté non pas par corruption, mais parce qu'il est devenu un acteur économique important. Depuis, c'est un chemin de croix pour la FIFA qui doit passer son temps à justifier, à expliquer son choix. Pour le Qatar qui essaye de contrer le fait qu'il existe malgré tout des esprits critiques et des gens qui ont travaillé sur le sujet. Et par ailleurs, le football a vécu une série d'évolutions. On a déplacé la Coupe du Monde au mois de novembre. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez énormément de joueurs qui sont blessés et qui ne pourront pas y participer parce que ce n'est pas la bonne période. C'était lié au fait qu'il faisait beaucoup trop chaud en été au Qatar, même avec la climatisation. En plus, ça donne une image assez problématique. Ça a mis les footballeurs, les institutions et les fédérations sur la sellette et même les fans de football qui commencent à se poser des questions, savoir s'ils vont regarder ou pas. Donc voilà. Alors l'événement effectivement qui est d'ordinaire l'un des plus regardés de la planète, qui a lieu tous les 4 ans, et donc auréolé, vous l'avez rappelé, de soupçons de corruption, d'accusations de trafic d'êtres humains, 6500 morts sur les chantiers des stades de foot, non-respect des droits de l'homme et des femmes, d'aberrations écologiques. Mais plus d'1 million de supporters tout de même sont attendus au Qatar pour les matchs et aucune sélection n'a véritablement envisagé réellement de boycotter l'événement. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai jamais défendu l'idée d'un boycott, parce que la notion de boycott, il faut savoir de quoi on parle, c'est pas le boycott individuel. Si vous décidez de pas regarder la Coupe du Monde, après tout, c'est votre liberté de citoyen ou de citoyenne. Non, jamais aucun État n'aurait boycotté cette Coupe du Monde. D'abord, la France ne pouvait pas le faire. D'abord, elle a eu un rôle essentiel dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et parce que ce Qatar est un pays reconnu internationalement avec qui tout le monde fait du business, je voyais mal les fédérations et les footballeurs le boycotter. Non, c'est tout le monde va y aller. Il y aura sûrement beaucoup de supporters qui vont se déplacer. Vous savez, il y a un monde sans Occident, c'est-à-dire que nous on a des préoccupations, mais par exemple pour beaucoup de pays c'est très secondaire. C'est comme la guerre en Ukraine qui peut leur sembler lointaine et qui est un problème personnel. Nous, quand on vient poser ces questions-là, parfois ça peut sembler très occidentalo-centré de dire non, mais c'est juste. Et par ailleurs, je rappelle que les gens dont on parle qui sont exploités, qui sont des Népalais, des Indiens, par ailleurs de pays où le football n'a pas une très grande importance, mais qui sont donc on défend d'abord ces personnes-là. Mais il y a cette notion que on va quand même en profiter. Il y a beaucoup de Sud-Américains qui sont attendus, moins d'Américains apparemment, mais il y a des Chinois, etc. La question qui se pose d'ailleurs avec cet afflux de personnes, c'est que, pour information, le Qatar a été obligé, entre guillemets, de s'entendre avec l'Arabie Saoudite, son voisin avec qui il était quasiment au bord de la guerre il n'y a pas si longtemps, pour ouvrir les frontières pour que les touristes et les supporters puissent aller dormir dans des hôtels en Arabie Saoudite. Ouais, c'est vous dire si même la Qatar, avec tout l'argent qu'il a dépensé, on parle de 200 milliards de budget, n'est pas forcément en capacité d'accueillir une Coupe du Monde de football. Alors vous dites que le boycott populaire n'a pas forcément de sens, ou en tout cas d'efficacité. Pour autant, il y a un vrai
vrai cas de conscience qui se pose à beaucoup d'amoureux du football dont vous êtes. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que si le mondial, en termes d'audience, fait, alors peut-être pas un flop, mais moins que les éditions précédentes, ça pourrait peut-être pousser les organisateurs, les distributeurs à se remettre en question? Je précise, je pense juste que le boycott diplomatique ou des États n'aurait jamais lieu. Le boycott populaire, c'est une vraie question, au sens où, effectivement, le football est un phénomène social très important, qui a un impact au-delà simplement des passionnés. Il faut rappeler quand même qu'une présidente de la République a pris le téléphone pour convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG, donc c'est pas rien comme phénomène en France. Oui, le boycott populaire, si les audiences sont en berne, elles sont moins bonnes. Il faut savoir que la FIFA vit et se nourrit des droits télé et du marketing, donc ça pourrait avoir un impact. Maintenant, il faudrait vraiment qu'il soit massif, c'est-à-dire qu'il y ait 10% ou 20% ou voire 50% en moins pour que ça commence à gratter un peu le cerveau des caciques de cette belle institution située en Suisse avec le statut d'organisation à but non lucratif. lucratif, ce qui est à mourir de rire. Et d'ailleurs, s'ils sont en Suisse, ça doit être sûrement pour le climat, je suppose. Mais voilà, donc non, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de massif et au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA, elle regarde les droits télé internationaux, même si les plus riches et les plus gros se situent effectivement en Europe et aux États-Unis. À ce niveau-là, j'y crois moyennement, mais après, il y a un vrai trouble, et c'est vrai que pour la FIFA, c'est une vraie question, parce que le rapport et le regard au football à travers cette Coupe du Monde, surtout si tout n'est pas idyllique, notamment en termes d'organisation, va forcément les incliner à changer. On parle déjà d'un après-Qatar autour de ces questions-là, de prendre en compte de nouveaux critères d'attribution. Il y a des précédents, alors ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde de football, mais je pense à la Super League qui a été extraordinairement critiquée, et finalement, alors c'est pas la pression populaire qui a fait reculer les clubs, c'était l'idée d'organiser une Super Coupe européenne privée. Elle est toujours dans les tuyaux, hein, elle n'a pas disparu du tout. Hein. Mais disons que la pression a fait reculer. Des supporters et des États, malgré tout. Plusieurs grandes villes françaises, et pas des moindres, hein, Paris, Lille, Marseille, ont décidé de ne pas organiser pour cette Coupe du Monde de fan zone, pas de retransmission des matchs. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est aussi privé des gens dans une période un peu triste, un peu compliquée, aussi d'une belle fête populaire qui reste, alors pas pour tous les matchs, mais gratuite? Est-ce que ça, c'est pas dommage ? C'est une vaste question. D'abord, il y a un petit côté bonne conscience de dernière minute que moi, je ne veux pas nier parce que, notamment venant de villes comme Paris, où il y a le Paris Saint-Germain, voilà, donc c'est la propriété voilà, c'est un peu du Qatar. Facile de décider ça maintenant. Par ailleurs, pour beaucoup de ces villes, c'est aussi un bel argument pour expliquer qu'on ne fera pas sûrement de grands écrans, et beaucoup de villes l'ont fait pour des raisons économiques, c'est ce que j'essaie d'expliquer, parce qu'il y a une crise énergétique et ça coûte très cher, des grands écrans et des fan zones. Par ailleurs, c'est en novembre-décembre, donc il y aurait forcément moins de monde parce qu'il aurait fait froid. On prive les gens de pas grand-chose. Les matchs de l'équipe de France, par la loi, sont diffusés gratuitement. Il y en a de moins en moins dans les Coupes du Monde. C'est peut-être un vrai combat à mener, par ailleurs, pour ceux qui s'insurgent contre les décisions de ces villes. Il y avait peut-être d'autres choses à faire plutôt pour sensibiliser les personnes à cette question. Par exemple, il y a des communes comme à Bagneux qui ont décidé de laisser les jeunes, ils n'avaient pas les moyens de faire un écran géant, mais utiliser des salles éventuellement de fête, mais du moment qu'il y avait une introduction, quelqu'un qui intervenait pour situer le contexte. Voilà, il y a d'autres manières, mais c'est vraiment pour moi un micro-débat, hein, cette histoire des écrans géants, ça suscite beaucoup d'indignation, beaucoup de réactions, c'est peut-être le but, hein, après tout, mais l'essentiel n'est pas là. Vous écrivez dans votre manifeste que si Kylian Mbappé marque en finale, il effectuera son exploit sur un cimetière. On l'a dit, vous évoquez entre autres les ouvriers décédés sur les chantiers. Est-ce qu'on n'en demande pas trop aux joueurs ? Non, on n'en demande pas trop. Une fois encore, Kylian Mbappé, par ailleurs, est un cas de figure. C'est-à-dire qu'il s'est quand même beaucoup engagé. Il a pris des positions fortes sur certains sujets de société. On voit bien qu'il est très silencieux sur celui-là. On comprend pourquoi. Son patron, c'est le Paris Saint-Germain et QSI. Maintenant, peut-être qu'il va commencer à parler, vu les relations qu'il est en train d'entretenir et ce qu'il a appris sur eux. Mais effectivement, on peut attendre de footballeurs notamment qui ont pris des positions comme sur la question des Ouïghours en Chine, c'est le cas d'Antoine Griezmann, de au moins s'exprimer. Une fois encore, moi, je ne leur demande pas de boycotter, je ne fais pas poser sur les footballeurs. La décision, elle était de l'État, parce que l'État a une tutelle sur la Fédération française de football. D'ailleurs, c'est toujours réfugié Noël Le Graët. Et c'était à l'État, au gouvernement, et éventuellement aux oppositions d'interpeller le gouvernement à l'Assemblée, ce qui n'a jamais été fait. C'était à ce niveau-là que ça s'est situé. Pour les footballeurs, malgré tout, même si ce n'est pas sur eux que ça doit reposer, au même titre que nous, en tant que téléspectateurs, on a des questions et des interrogations à se poser,
eux, ils seront là-bas, ils auront une parole. C'est ce que demande un unité internationale. Exprimez-vous, pesez pour que, par exemple, la FFF tienne ses débuts d'engagement sur la question des fonds d'indemnisation pour les familles des personnes qui sont décédées lors de la construction des stades et des infrastructures en général. Alors ici en France, vous l'avez évoqué, il faut le rappeler, cette attribution de la Coupe du Monde au Qatar nous concerne en premier lieu. Elle est une affaire d'État, disent certains. Elle est en tout cas une affaire de justice dans laquelle on croise des anciens présidents, des stars du ballon rond, des hommes d'affaires. La question étant, la France a-t-elle aidé le Qatar à obtenir ce mondial et si oui, en échange de quoi ? Évidemment, et en fait, une fois encore, je voudrais qu'on sorte de cette histoire de corruption. C'est les relations classiques au niveau de ce qu'est le capitalisme. Enfin, ça n'est pas un petit sujet, une histoire. Non, c'est pas une corruption, mais c'est du capitalisme classique, c'est-à-dire le Qatar est un investisseur massif aujourd'hui parce qu'il a compris qu'il y aurait un après-gaz naturel, c'est sa principale source de richesse, et qu'il essaye de transformer cette richesse en un moyen de pouvoir en investissant aujourd'hui, par exemple en France, dans le sport ou ailleurs d'ailleurs, pas uniquement dans le sport. Il y a un prix hippique qui le revient. Par exemple, il loue l'hôtel de la Marine pour très cher pour mettre sa collection, donc il y a une volonté de rayonnement. Oui, la France a contribué fortement parce que Nicolas Sarkozy, il le reconnaît et encore aujourd'hui, il le dit très clairement qu'il s'est battu pour que le Qatar ait la Coupe du Monde. Il a été jusqu'à convaincre Michel Platini de changer d'avis parce qu'au départ, tout le monde le savait, il était plutôt pour la candidature des États-Unis, qui pose aussi des problèmes. Et donc la France, oui, a joué un rôle. Et les entreprises françaises, du BTP ou autres, parce que aller sur Internet, googliser français au Qatar, vous verrez que beaucoup de gens se sont mis à bosser là-bas, a reçu en retour beaucoup de commandes, de contrats. C'est un partenaire économique très important de la France. La fameuse histoire des Rafales dont tout le monde a parlé, mais qui est secondaire, qui s'est étendue sur 2 quinquennats, y compris François Hollande, qui n'a pas, de ce point de vue-là, malgré ses cas de conscience aujourd'hui, changé grand-chose dans la position du pays. Voilà, donc la France a contribué en échange de relations économiques, diplomatiques, apaisées et plutôt très bonne avec le Qatar. On rappelle que le Qatar est par ailleurs un interlocuteur diplomatique dans la région très important, notamment avec l'Iran. Pendant ce temps, on ne parle pas beaucoup de football. Nicolas Axismartov, qu'est-ce que, plus globalement, tout ce qui se joue autour de ce mondial au Qatar dit du football en général ? Tout dépend de quel football on parle. Le football, il reste toujours un des sports les plus pratiqués dans le monde. Je rappelle que malgré tout, il y a des zones comme l'Inde où c'est le cricket. Plus beau et plus grand que la FIFA, dites-vous. Ah oui, le football est plus grand, plus beau que la FIFA, parce qu'on le joue d'abord. La FIFA est née après l'invention du football, qui se joue d'ailleurs de manière très différente. Il y a du foot mix, il y a du walking foot, le foot en marchant pour les personnes au-delà d'un certain âge, donc je vais bientôt rejoindre. Oui. Et il y a le foot à 7 auto-arbitré dans des fédérations comme la FGT ou l'UFOLEP. Donc il y a une diversité de pratiques du football qui reste un phénomène culturel important dans la société, qui s'ouvre de plus en plus, notamment aux femmes. Ça, c'est un premier aspect. Le football dont on vient de parler, c'est le football en tant qu'un élément important de la vie économique, sociale et politique du monde. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le sport n'est plus secondaire, au même titre d'ailleurs que la culture ne l'a jamais été. Et ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, à travers le Qatar, qui révèle quand même beaucoup de choses, on pourrait plus se poser des questions pour la Russie en 2018, même si c'était... Et on n'en a pas beaucoup entendu sur la Russie. On en a un tout petit peu entendu. Cela dit, c'est la coupe de ce football, et ce football-là, qui a suscité tous ces problèmes au Qatar, alors que, par exemple, l'invasion, l'annexion de la Crimée n'était pas due au football. Donc, mais il y avait des questions à se poser sur l'attribution en Russie, est-ce que la manière dont Poutine a utilisé le football. Mais une fois encore, ça explique, le football est devenu quelque chose d'essentiel. Donc, vous dites, on ne parle pas beaucoup de football, mais quand on parle de politique, de société et d'économie et de ce qui se passe au Qatar, on parle de football. Le football, c'est aussi ça. C'est un mastodonte économique et politique aujourd'hui. Sinon, les pays ne se battraient pas pour pouvoir organiser une Coupe du Monde. Voilà, écoutez, chacun se fera son avis. Vous regarderez les matchs, vous ou pas ? C'est une vraie question que je me pose. Voilà, parce que par ailleurs, j'ai un petit garçon à la maison qui a bien envie de les voir, donc je suis vraiment torturé. Vous avez un mois pour répondre à la question, Nicolas. Merci beaucoup. Qatar, le mondial de la honte, donc chez Libertalia, ça sort la semaine prochaine.